Ah oui, ok, bon, c'est sucré, ça va. Autant bien bouffer, quoi. Hein. Vous savez que c'est pas bon pour la santé. Il faudrait que je vois si je préfère pas la bière. Si je regarde la composition, ça va me foutre les jetons. J'ai arrêté ça quand j'étais à Matignon. Bien sûr que j'ai pas regardé la composition. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Ça mange quoi, avec aujourd'hui un épisode consacré à Édouard Philippe. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes maire du Havre, ancien Premier ministre, et avec vous, on va essayer de comprendre et de découvrir ce que vous mangez le matin, le midi, le soir, s'il y a des choses à améliorer, des choses dont on pourrait peut-être s'inspirer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. D'emblée, ok. Ouais. Et à mon avis, il faut pas trop s'inspirer. Bon, on va voir, on va peut-être aussi corriger le tir ensemble. Alors, au petit déjeuner, qu'est-ce que mange Édouard Philippe? Au petit déjeuner, je bois du café. Et souvent, je ne prends pas mon petit déjeuner, ce qui n'est pas très bien. Ce qui est pire, c'est que très souvent, je vais à la boxe le matin, et ensuite j'arrive au bureau. Et là, je bois un café ou un thé et un orangina. Et je vois bien que vous trouvez que c'est vachement bien déjà, qu'on est parti sur des bonnes bases. Donc pas de petit déjeuner le matin, mais c'est pas une mauvaise chose. Vous avez pas faim le matin? J'ai surtout soif. Je bois beaucoup trop de café. On va revenir sur le café parce qu'il y a souvent une raison pour laquelle on boit du café. Soit on aime ça, soit on est un peu en dette de sommeil et on est un peu fatigué. Ouais. C'est peut-être un peu ça. J'aime ça et je dors pas assez. Le petit déjeuner n'est pas obligatoire. Certains n'en prennent pas. En revanche, l'hydratation est indispensable. Donc vous avez raison de boire juste après. Donc le petit déjeuner permet, quand on saute, de faire un peu de jeûne intermittent. Et on sait qu'on mange un peu trop en permanence et que le jeûne intermittent peut nous aider un peu à réguler les sensations de satiété. Après, quand vous prenez ce petit café dans lequel vous mettez du sucre ou du thé sucré, vous cassez votre jeûne intermittent. Donc le café, ok, peut-être sans sucre? Non, c'est impossible? C'est dur. Hein. C'est dur? Ok. Mais en tout cas, c'est pas une mauvaise chose de ne pas prendre de petit déjeuner. Après, ce petit déjeuner qui n'en est pas un, parce que café, thé, une petite boisson, voilà, c'est pas un petit déjeuner. Vous déjeunez à quelle heure? En général à 13h, et c'est assez varié. Il y a deux hypothèses. Hein. Il y a l'hypothèse où j'ai un déjeuner de boulot, auquel cas c'est assez souvent un déjeuner avec entrée, plat, dessert, et du vin, ou de la bière, ça dépend. Ou les déjeuners où j'ai pas de déjeuner de boulot. Et là, ça oscille entre pas de déjeuner et de la bouffe pas remarquable, genre hamburger. Ah oui? Ouais. Vous mangez des hamburgers? Ouais, beaucoup, ouais. Beaucoup? Ouais. Avec des frites? Pas tout le temps, non. Ah oui. Parce que finalement, le hamburger, c'est pas si catastrophique. Exactement. Mais c'est vrai. Exactement. C'est vous qui le dites. Vous êtes très content que je vous dise ça. C'est souvent les frites qui sont très grasses. Non, les frites très peu. Ok. Bon, bah, l'hamburger, pourquoi pas, vous avez le droit, c'est aussi votre plaisir. Hamburger avec une boisson gazeuse ou de l'eau? Ça arrive. Ou de l'eau, orangina. Il y a le goûter, on dit souvent que c'est réservé aux enfants, mais vers 16h, 17h, on a parfois envie de grignoter. Est-ce que vous goûtez? Si je suis complètement honnête, pendant très longtemps, j'ai énormément grignoté. Beaucoup de bonbons, beaucoup de coca, enfin, vraiment, le truc est mauvais, quoi. J'ai arrêté ça quand j'étais à Matignon. Alors, je mange encore des bonbons, hein, mais j'en mange beaucoup moins qu'avant. Et j'ai complètement arrêté le coca. Parce qu'il y avait trop de sucre. Même moi, je sentais qu'il y avait trop de sucre. Et vous savez pourquoi vous adoriez ça? Alors, on sait qu'on a une addiction au sucre, mais il y avait parce que je pense que c'était aussi une espèce d'excitant dans des journées qui étaient très longues. Oui, vous avez dit avoir arrêté ça à Matignon. Alors ouais. Que votre rythme, il s'est peut-être accéléré, non? Honnêtement, j'avais pas besoin d'excitant à Matignon. Franchement, vous êtes sous la pression tout le temps, donc vous avez pas besoin de vous relancer. Vous voyez, c'est. Vous parliez du café justement comme excitant. Vous en buvez beaucoup? Trop. C'est-à-dire? Peut-être une dizaine d'expressos dans la journée. Ah oui, quand même. Parce que j'aime ça, parce que c'est devenu une habitude, parce que quand quelqu'un arrive dans mon bureau, je lui propose un café, j'en prends avec lui. C'est aussi une forme de convivialité, de partage d'une certaine façon. J'ai des règles un peu absurdes, mais en fait que je tiens assez strictement. Je bois jamais de café après 15h, je bois jamais de bière avant 12h, et je bois jamais de whisky avant 18h. Très bien. Jamais. Jamais. Café avec sucre à chaque fois? Ouais. Donc, ça fait beaucoup de sucre. Ouais. Un sucre dans un café, bon, pourquoi pas, mais si on se dit, on arrive jusqu'à 10, ça fait déjà 10 sucres. C'est peut-être pas tous les jours. Vous avez jamais essayé sans sucre? Si, mais j'aime moins. Et comment vous faites pour maintenir quand même votre ligne? Parce que l'alimentation très sucrée, on sait que le sucre consommé en excès est transformé en gras. Vous êtes plutôt fit. D'abord, je fais pas mal de sport, mine de rien. Je ne saurais pas vous dire si physiologiquement ce que je vous dis a du sens, mais j'ai quand même l'impression que le stress, l'intensité d'activité, ça bouffe pas mal ça consomme. Et ça vous empêche pas de dormir, le fait de boire du café jusqu'à même 15 heures, le stress, vous dormez bien le soir? Il y a très peu de choses qui peuvent m'empêcher de dormir. Même à Matignon, je dormais bien. Pas assez à mon goût, mais je dormais bien. Combien d'heures par nuit à peu près? D'ailleurs, c'est quoi une bonne nuit de sommeil pour vous, c'est combien d'heures? 6 heures, je fonctionne. Moins, j'ai du mal. Mais 6 heures, je fonctionne bien. L'idéal, c'est 7 heures pour moi. Mais 6 heures, ça va. Minuit, 6 heures, je fais régulièrement. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de présidents, de personnalités
public qui dorment peu et qui tiennent toute la journée avec parfois ce culte de la performance en disant... Pas du tout. D'abord, je respecte beaucoup le sommeil, je trouve que c'est important. Et je suis convaincu que il se passe dans notre corps, pendant qu'on dort, des trucs importants. Donc, je n'ai pas du tout le culte de la nuit hyper courte et de pas du tout. Pour moi, c'est important de dormir, c'est important de faire la sieste quand on peut. J'adore faire la sieste quand je peux. Vous faites la sieste? Quand je peux aussi, je peux pas tous les jours. Mais... Je pense que vous avez raison de sacraliser le sommeil, parce que vous avez raison, en fait, c'est quasiment un médicament. Et le manque de sommeil est une torture. On est fait pour dormir la nuit et travailler la journée. Parfois, on est obligé de travailler la nuit pour ceux qui ont un métier avec des horaires décalés. Mais les gens qui n'ont jamais fait du travail décalé ou du travail de nuit ou du travail ne se rendent pas compte physiologiquement de l'impact que ça a réel sur la santé, sur le corps. À tel point qu'on a montré que les infirmières de nuit ont plus de risques d'avoir un cancer du sein que les autres, et ça a même été reconnu une fois en maladie professionnelle. On a observé exactement la même chose avec les stewards qui sont en permanence en décalage horaire. Donc en fait, la nuit, c'est ce qui nous permet de vivre longtemps et en bonne santé, et le manque de sommeil est une véritable torture. Donc vous avez raison de sacraliser le sommeil, et en tout cas de s'accorder ces 6 à 7 heures qui vous permettent de maintenir les idées claires. Et c'est quoi le repas de famille? Est-ce qu'il y a un plat emblématique en disant, je sais pas, on mange le poulet ou la ratatouille ou... Alors, si vous demandez à mes enfants le plat qu'ils ont envie d'avoir, le plat familial, vous aurez soit des crêpes, soit le hachis parmentier, et un bon hachis parmentier. Attention, je vous parle pas d'un truc comme vous avez bouffé à la cantine qui était pas bon. Je vous parle d'un vrai hachis parmentier. C'est une tuerie. C'est vachement bon. Vous en parlez presque avec amour, là, je sens un truc... oui, j'en parle avec amour. Et qui fait ce hachis parmentier? Ma femme. Et honnêtement, c'est mieux pour le hachis. C'est mieux pour tout le monde. C'est mieux pour tout le monde. Est-ce qu'il vous arrive de cuisiner? Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous aimez ça? Non. Les seuls moments dans ma vie où j'ai cuisiné, c'est quand j'étais étudiant. Je suis arrivé à Paris, j'avais 17 ans, je vivais tout seul. Et franchement, ça a été assez désastreux. Si on regarde la question alimentaire, c'était pas les meilleurs moments de ma vie. Donc, je cuisine pas. Et j'ai un genre de vie qui fait que je déjeune quasiment jamais chez moi. Et je dîne très souvent à l'extérieur. Ça va avec la vie que j'ai. Et ça vous manque pas, je sais pas, d'être à table? Une fois par semaine, il y a, de façon quasiment obligatoire, institutionnalisée dans mon emploi du temps, un dîner à la maison, familial, avec tout le monde. Une fois par semaine, c'est pas beaucoup quand même. Non, mais c'est pour ça que j'y tiens. Et c'est pour ça que j'y tiens, parce que c'est vrai que c'est pas beaucoup. Est-ce que c'est le moment où vous appréciez le plus en termes d'alimentation? Est-ce que vous mangez différemment quand vous êtes en famille? C'est des moments importants. D'abord, c'est des moments importants humainement, avant d'être alimentairement, si j'ose dire. Quand j'étais petit, le temps que je passais à table avec mes parents, on n'avait pas la télé, on regardait pas la télé, on parlait à table. C'est des moments qui ont beaucoup compté dans la façon dont j'ai appris à m'exprimer, ou à écouter, ou à discuter, ou à débattre. Donc je sais que c'est des moments importants. Moi, j'ai un genre de vie qui rend ça plus difficile avec mes enfants et avec ma femme, mais quand même, je tiens à ce qu'il y ait ces moments où on se parle en mangeant à table et qui sont des vrais moments de plaisir collectif. Mais c'est hyper important parce que on a beaucoup dit, et des études ont montré que lorsque, au cours d'un repas, la télévision est allumée, même si l'enfant ne la regarde pas, jamais de la vie. C'est associé à un retard de langage. L'enfant a un langagement riche. Alors c'est pas la télé directement, mais c'est l'absence d'interaction. Mais bien sûr. Et on a besoin d'échanger. Alors il n'y a pas la télé chez moi. Il n'y avait pas la télé quand j'étais enfant. Il n'y a pas la télé chez moi. Et le moment du repas, encore une fois, il n'y en a pas aussi souvent qu'on aimerait, est un moment où on se parle et où on échange et où on se pose des questions et on rigole. Et voilà, il y a le brunch du dimanche qui est pareil. Le dimanche, c'est la tradition dans la famille. C'est quoi le repas du dimanche chez Édouard Philippe, en famille? Le repas du dimanche, ce serait plutôt le brunch du dimanche, qui est un mélange assez intéressant parce qu'en général, quand on fait le brunch, c'est un mélange d'asiatique, de poulet du dimanche, salade de pois chiches et de salade de carottes et de trucs assez variés. Oui, parce que j'allais dire, il y a rien qui va en... Non, rien ensemble, c'est des petites choses et c'est très agréable. Et de la même façon, autour de la table, parmi mes moments préférés, il y a le dîner avec les potes. J'aime pas cuisiner, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses que je préfère dans la vie que pouvoir me retrouver avec des gens que j'aime et passer beaucoup de temps à table. J'aime pas cuisiner, mais j'aime sacrément bouffer à table. Vous avez parlé de physiologie, alors il est de notoriété publique que vous avez une maladie auto-immune, le vitiligo. Est-ce que vous avez remarqué des choses en fonction de votre alimentation? Est-ce que vous avez changé des choses? Parce que parfois on dit maladie auto-immune, je vais avoir un régime alimentaire particulier. On parle de régime anti-inflammatoire parfois. Rien du tout. Peut-être je devrais, mais absolument rien. Le seul changement réel dans mon régime alimentaire depuis des années, c'est pendant Matignon, parce qu'une fois j'avais dû faire une prise de sang pour
un truc d'assurance ou je sais pas quoi, j'avais quand même un taux de glycémie qui me paraissait un peu élevé. Vous l'avez recontrôlé, ce taux de sucre? Ouais. Oui, parce qu'il faut le recontrôler si c'était un peu limite. Bien sûr, bien sûr. Et puis j'ai pris le pli, et donc j'ai beaucoup baissé. Enfin, j'ai arrêté le coca, et j'ai quand même beaucoup baissé sur les bombes. Donc vous avez arrêté le coca, mais vous avez un point commun avec Cédric Doumbé, le champion de MMA, qui, comme vous, adore l'orangina. Orangina, la base. Ah oui. C'est sa boisson préférée. Je sais pas si c'est ma boisson préférée, parce qu'il faudrait que je vois si je préfère pas la bière, mais ma boisson, on va dire, dès lors qu'on parle sans alcool, j'aime beaucoup l'orangina, je trouve ça super bon, ouais. Ah, mais pourquoi? Mais en fait, bon, c'est bon, mais vous savez que c'est pas bon pour la santé, quand même. Non, je sais. Mais qu'est-ce qui, enfin, c'est du, parce qu'en plus, quand on regarde, vous avez regardé un jour la composition Non, si je regarde la composition, ça va me foutre les jetons. Bien sûr que j'ai pas regardé la composition. Bon, je vais un peu vous la lire quand même. Jus d'orange et autres agrumes à base de concentré 11%. Excellent. Non. Sucre. Bon. Pulpe. Très bien. Un peu d'acide citrique. Oui, mais pas plus qu'il n'en faut. Arôme naturel d'orange. Et puis quand même beaucoup de sucre. Bon. Voilà. Ouais, oui. Bah oui, ok. Bon, c'est sucré, ça va, quoi. Mais c'est votre truc, l'orangina. Vous l'avez dit j'aime bien. Hein. Après la boxe. Ouais. Un orangina. C'est une banane, non? Quoi? Une banane après la boxe, non? Ou non. Une pomme? Non. Orangina. Orangina. J'ai vu que c'est non négociable. Ok, bon, bah, je range mon orangina. Bon, je vous le laisserai d'ailleurs. Je vais la partir. C'est cadeau, c'est pour la maison. Mais je trouve qu'il y a un côté plaisir qu'il faut pas négliger dans l'alimentation et surtout dans des journées où je suis vachement contraint. J'aime pas me forcer en matière de nourriture. Je me force quand je vais manger chez des gens, ou quand je suis invité quelque part. Je mange ce qu'on me donne et même quand je n'aime pas trop, bon, souvent c'est très bon du reste. Mais dans la semaine, on a entre 14 et 21 repas, en fonction de si on prend un petit déjeuner ou pas. Et on va souvent focaliser sur juste le jour où j'ai mangé un hamburger, alors que finalement, peut-être que de se faire plaisir, avec même de la malbouffe de temps en temps, pourquoi pas. Si le reste du temps on fait un peu attention, on peut équilibrer la balance. Et vous avez raison, la frustration, la restriction, elle n'est jamais bonne conseillère. Elle nous fait ensuite faire des choses. Bah, on va craquer tôt ou tard. J'ai jamais vraiment fait de régime. Je sais pas, est-ce que vous vous pesez? Est-ce que vous contrôlez votre poids? Ah oui, je me pose. Évidemment, je me pèse. Vous boxez, vous pesez, oui, vous voulez savoir quand même. Et le poids est stable depuis? Il augmente lentement. Aujourd'hui, je fais 80. Je me suis pesé hier matin, j'étais à 87,2. Et vous êtes grand, on rappelle aussi. Hein. Ouais, je suis à 1m90. Mais il augmente quand même petit à petit. Oui. Alors je pense qu'il faut être vigilant parce que ouais, je sais bien, ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas que le poids sur la balance, il y a sa composition corporelle. Mais après, attention parce qu'effectivement, ces petits kilos qu'on prend par-ci par-là, dans 10 ans, 15 ans, bah, ils se transforment en malheureusement ou pas. Ah oui, mais j'aime bien. Bien manger, ça coûte cher en ce moment, il y a l'inflation. Quand on fait ses courses, la dernière fois j'ai été acheter du chou-fleur, c'était 4,50 € le chou-fleur. C'est très compliqué, les pommes elles coûtent très cher, les oranges, les clémentines. Est-ce que vous avez, je sais pas, un levier qui vous vient en tête pour dire, bah, voilà comment on peut mieux manger et permettre à ceux qui ne peuvent pas bien manger de mieux manger, parce qu'on sait très bien que quand on mange mieux, eh bien, on vit mieux et puis en meilleure santé. Bien souvent, la malbouffe arrive à être par ailleurs compétitive. Au premier abord. Ouais, au premier abord. Ensuite, on sait qu'on mange pas bien, mais c'est vachard parce que si la qualité coûte plus cher, comme c'est souvent le cas, on peut avoir envie d'aller plutôt sur la quantité. L'alimentation coûte cher, mais la part de l'alimentation dans les dépenses d'un ménage a plutôt tendance à baisser. Mais on dépense beaucoup plus en part relative pour et mettre de l'essence dans la voiture, dans le logement, l'électricité en ce moment qui coûte très cher. Une fois qu'on a dit ça, on a dit un truc qui est vrai, mais enfin on n'a pas beaucoup aidé. On va trouver une solution, un levier pour... Je trouve qu'il y a en matière d'alimentation des choses simples, des plaisirs simples et bons, qui coûtent pas très cher. Je vais vous en donner un exemple. Je suis pas sûr que du point de vue nutritif ce soit exceptionnel, mais une bonne tartine de beurre avec un peu de beurre salé, parce que moi je suis normand, je mange du beurre salé, c'est un énorme plaisir. Donc on peut quand même, me semble-t-il, avoir accès à une nourriture qu'on peut faire de qualité. Mais pourquoi on le fait pas alors? Vous pensez qu'il faut quoi? Qu'on réapprenne aux gens à bien manger? Je vous ai dit tout à l'heure combien je ne cuisinais pas et combien j'étais nul en cuisine, donc je le dis avec aucune espèce de leçon pour personne. Ce qui me frappe, ce que je vois beaucoup au Havre, quand je vais dans les écoles, quand on réfléchit à cette question d'alimentation, parce qu'on sait qu'il y a un lien entre l'alimentation et la santé, ce qui me frappe, moi, c'est le fait que j'ai l'impression qu'on sait de moins en moins cuisiner varié, ou de bonne qualité. On mange toujours la même chose en réalité, hein. On fait les courses de la même manière, on achète les mêmes produits, on mange toujours la même chose. Exactement, et que ça, c'est probablement un appauvrissement collectif. À quel moment on peut se dire, mais comment est-ce qu'on fait pour donner de l'éducation nutritionnelle, sans faire de jugement de valeur, mais réapprendre aux gens à bien manger? Bah peut-être que c'est ce que vous faites. Mais c'est pas suffisant. Non. Peut-être qu'il y a évidemment une partie de
d'éducation populaire. C'est-à-dire c'est pas forcément à l'école de le faire, mais c'est aux médias, c'est aux personnes qui ont une forme d'influence de rappeler que l'alimentation, c'est à la fois la santé et le plaisir. C'est pas mal, hein? Santé et plaisir. Si on présente l'alimentation uniquement comme santé, c'est chiant. C'est un peu chiant. Ouais, je suis si on présente simplement comme plaisir, on perd du vrai, mais santé et plaisir en même temps. Donc, voilà toutes les limites de ce que je suis en train de dire compte tenu de ce qu'on s'est dit avant. Mais quand même, on doit pouvoir expliquer et montrer à nos concitoyens que, voilà, il faut manger des fruits et des légumes. C'est bon pour la santé, puis qu'accessoirement, c'est agréable. Et vous avez raison, les fruits et les légumes, ils ont des prix qui montent. Mais il faut aussi qu'on apprenne à redécouvrir les plaisirs de saison. Enfin, je veux dire, en Normandie, on trouve des pommes pas chères. Évidemment, si je commence à vouloir manger des oranges en Normandie, ça va vite me coûter cher. Mais oui, réapprendre que l'alimentation, c'est le plaisir et aussi la santé. Il y a un exemple tout bête, il y a une étude très solide, sérieuse, qui montre qu'à 60 ans, si on change son mode de vie, où on a beaucoup grignoté, mangé des produits ultra transformés, et que finalement on mange des fruits et des légumes, des légumineuses avec des lentilles, des haricots, moins de viande rouge, des choses mais de base, hein, qu'on dit matin et soir en permanence. 5 fruits et légumes. C'est un impact sur la santé. On vit 8 ans en plus de ce qui était prévu par rapport à notre espérance de vie. Donc manger bien permet de vivre mieux et plus longtemps et en bonne santé. Et donc c'est de rappeler aux gens effectivement qu'il y a le plaisir hédonique qu'on doit avoir, qui est normal, mais qu'on doit comprendre comment mieux manger. Et aux États-Unis, on a mené une expérimentation plutôt intéressante. On a pris des personnes plutôt défavorisées à qui on a permis, avec des bons alimentaires, d'acheter des fruits et des légumes. Ce bon ne leur permettait que de faire ça. Et on s'est rendu compte qu'en leur donnant ces bons, réellement, ils ont acheté plus de fruits et légumes. Et qu'au bout de quelques semaines, on a vu les chiffres d'hypertension baisser, des chiffres de diabète baisser, et même que les enfants s'étaient mis à manger aussi des fruits et des légumes, un peu plus qu'auparavant. Alors c'est vrai que c'est vécu comme une subvention à l'instant T, mais si on pense pas dans les 5 ans, mais dans les 10, 15, 20 ans, en réalité, la population, on améliorera son niveau de vie, sa qualité de vie par l'alimentation. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience que l'aliment, c'est au-delà, comme vous l'avez dit, du plaisir. C'est vraiment soit notre pire ennemi, parce qu'on se rend compte que les chiffres de l'obésité progressent, qu'on a des obèses de plus en plus jeunes, qui ont des maladies chroniques de plus en plus jeunes, mais qu'à l'inverse, on peut le transformer en cercle vertueux et d'essayer de se dire, oui, l'aliment peut nous faire du bien. C'est ce que Churchill disait, une pomme par jour suffit à éloigner le médecin, surtout si on vise bien. C'est vrai, mais effectivement, manger des fruits et des légumes. Sur l'alimentation, il y a un truc qui est frappant. Vous avez dit combien c'était un sujet de santé, c'est vrai, combien c'est un sujet de plaisir, et c'est vrai. Si on regarde du point de vue du maire, c'est aussi un sujet étonnant de consommation et de surconsommation. Je suis assez effaré de la perte alimentaire, de la surproduction alimentaire par rapport à ce qu'on consomme. Trop de gâchis, du coup, vous voulez dire ? Gâchis alimentaire. Je pense qu'on n'a pas appris aussi à respecter ces mécanismes de satiété. On veut souvent qu'un enfant termine son assiette et on blinde l'assiette. On pense qu'on va se rassasier avec que des féculents et on oublie que la satiété, elle vient aussi des légumineuses, des lentilles, des haricots, et que c'est pas juste le riz ou les pâtes ou les frites. Moi, j'adore manger des frites. Vous aimez les frites aussi, sûrement ? Oui. Voilà, ça fait partie du plaisir, mais c'est pas ce vers quoi on doit absolument aller. Et puis, il y a peut-être aussi parfois la récompense que, au travers de l'alimentation. Moi, à mon époque, mes parents voulaient me faire plaisir avec un coca, le vrai coca sur la table. Le vrai Nutella, et c'était une récompense en disant, je travaille et je me permets de t'offrir ça. Et parfois, on dit aux enfants, t'as bien travaillé, je vais t'amener au McDo. Le McDo n'est pas une récompense. Si on pense loin, c'est plutôt, à mon sens, une punition, même si je comprends les parents qui veulent faire plaisir. Mais peut-être changer notre rapport à l'alimentation et la perception qu'on a justement du plaisir et de la récompense et du gâchis. Peut-être qu'on peut réinvestir cet argent dans des choses de meilleure qualité. Dans Ça mange quoi, il y a un moment où je pose la question du repas du condamné. Édouard Philippe, si je vous disais que demain, c'est le dernier jour, ce serait quoi votre repas du condamné? Entrée, plat, dessert, boisson? Ce serait en entrée des bruschettas, donc pain grillé, frotté avec de l'ail, tomate, huile d'olive, sel, poivre. Ensuite, je ne saurais pas trop vous dire, ça serait probablement des pâtes. Donc, est-ce que ce serait des cacio e pepe? Est-ce que ce serait des pâtes à l'arrabbiata, donc très épicées? Ça pourrait être aussi une sole panée. J'adore la sole panée, c'est le poisson que je préfère. Ou une escalope milanaise, j'en sais rien. Enfin bon, bref, ce serait quelque chose comme ça. Et si c'est mon dernier, autant bien bouffer, quoi. C'est vrai, vous avez raison. Donc, on va pas se limiter. En dessert, la religieuse au café. J'adore, surtout quand religieuse au café avec de la crème, avec du glaçage dessus. J'adore ça, je trouve ça très bon. Ou de la glace au citron, que j'aime bien. Ou si ma mère est dans le coin et qu'elle peut me faire un clafoutis aux pommes, je prends aussi. Et à boire, si c'est le dîner du condamné, ce sera du vin. Si c'est le déjeuner, ce sera plutôt de la bière.
Moi, je bois de l'alcool à table. Voilà, je sais que c'est pas excellent pour la santé, mais enfin, ça fait partie de la convivialité de la table et j'aime bien boire du vin à table. Eh ben, je peux vous dire que c'est le repas du condamné le plus long que j'ai eu, parce que vous m'avez dit à chaque fois 3 plats, 3 desserts. Non mais c'est bien, non mais ça veut dire qu'effectivement, la nourriture est importante et vous avez raison, quitte à ce que ce soit le dernier, Autant y aller, hein, je veux dire, franchement. autant y aller, autant se faire plaisir. Alors, vous avez le choix, j'ai écrit, je suis médecin et j'ai eu la chance d'écrire, entre 3 choses. 0 contrainte pour rester en bonne santé, 0 contrainte pour maigrir, ou 0 contrainte pour rester jeune. S'il fallait choisir rester jeune, maigrir, bonne santé. C'est rencontré. Ouais, c'est-à-dire, eh ben, je vous offre quand même les 2 autres, parce que, mine de rien, c'est des petites astuces du quotidien, et qui permettent de vivre longtemps et en bonne santé, sans faire de régime, sans faire de trucs restrictifs, sans faire de choses un peu étranges. Eh bien, merci d'avoir accepté cette interview, et puis je suis sûr que les gens ont appris plein de choses. L'orangina, c'est anecdotique, mais je trouve ça rigolo. Les hamburgers aussi, la boxe, qui vous fait du... D'ailleurs, oui, vraiment, le sport, ça vous fait du bien, outre la forme physique. Super important. Merci beaucoup, Edouard Philippe. Merci. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.